Aujourd'hui, émission numéro 6. On termine en humour, mais on débute en cinéma. Bienvenue à Studio Libre. Si vous écoutez Ma TV Outaouais le jeudi soir, eh bien, vous pouvez voir la binette de mon prochain invité, mais il faut savoir aussi qu'il est cinéaste et peut-être qu'il aimerait peut-être un peu plus reconnu comme cinéaste que comme animateur de bingo. Voici Philippe Boily. Merci beaucoup d'être avec nous, Philippe. Ah, merci de l'invitation, Sylvain. Et je disais que tu étais cinéaste parce qu'on a vu, avec ta compagnie Frisé Productions, on peut voir à ta tête là, c'est ça, le c'est choix. Et ouais, c'est ça. Ce ne sont pas les productions qui sont frisées, c'est moi qui ai Frisé Productions. Et puis, tu as décidé de te lancer dans le cinéma et on a vu ton premier court-métrage, Partie de plaisir, qui a été tourné, franchement, très rapidement. Il faut dire une seule journée pour un, ça durait... C'était 10 minutes. Avec générique et tout, là, c'était 12 minutes. Oui, donc c'est quand même assez rapide, mais pour certaines productions comme ça, ben les autres vont prendre 2 ou 3 jours. Ma prochaine, c'est 4 jours de tournage qu'on a prévu pour le prochain court-métrage. Quand même. Ce qui était un peu difficile aussi de tourner sur plusieurs jours, c'est que tu tournais à l'extérieur, dans un parc. L'histoire se déroule sur un banc de parc entre un père et une future mère. Oui. Et là, la conversation à est là. l'extérieur, ça apporte son lot de défis, je dirais. Là, on avait un corbeau qui arrêtait pas de crier. On avait les tondeuses qui partaient. C'était un dimanche. Puis là, il y avait quelqu'un qui faisait de la rénovation sur son toit avec son marteau. En fin de journée, à la Marina d'Elmer, on entendait du gros boombox. Là. Non, on a été gâtés cette journée. Ça, c'est les aléas du métier. Puis ça, je peux te le dire aussi. Et aussi la lumière du soleil. Ça paraît pas. Mais la lumière du soleil, surtout... Une journée plein soleil, c'est mieux qu'une journée ou une journée nuage, c'est mieux qu'une journée soleil-nuage. Ouais. Parce que là, à un moment donné, l'éclairage n'est pas pareil, puis ça paraît aussi plus tu avances dans la journée, que ton soleil descend tranquillement. Ouais. C'est minuscule, mais à l'œil, ça peut avoir vraiment Tu l'as-tu remarqué dans le court-métrage? Ou... Non, je ne l'ai pas remarqué, honnêtement. Parce que on avait justement alternance soleil-nuage. Là. Toute la journée, on sortait souvent ce qu'on appelle des flags là, pour aller mais rajouter de l'ombrage ou des diffuseurs. Beaucoup, là, on a joué avec la lumière quand même. Oui, puis en plus, ce qui est encore plus étonnant, c'est que tes comédiens principaux ne sont pas comédiens dans la vie pour faire... Non, pas à temps plein. Magali faisait déjà du théâtre, par contre, mais Pascal, en fait, c'était son premier rôle dans une fiction. Je l'avais déjà utilisé parce que moi, je proviens du milieu de la publicité vidéo. C'est là que j'ai appris à manier les caméras puis à comprendre la réalisation, la scénarisation, tout ça. Mais c'est vraiment, pour lui, c'était sa première expérience cinématographique comme moi, mais j'avais vraiment aimé ça travailler avec lui. C'était un naturel, puis non, j'étais vraiment impressionné par son travail. Ça a été un engouement vraiment incroyable pour un court-métrage, un premier court-métrage. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait une réponse des médias qui soit aussi grande? Là? Parce que là, tu as fait le tour, là, que ce soit Radio-Canada, TVA, le 104.7, toutes les stations locales se sont emparées de ça. Non, vraiment, je m'attendais vraiment pas à avoir une aussi grande réponse. Même quand j'ai sorti le communiqué de presse, on l'a sorti 1 semaine et demie avant la première, qui était le 23. Puis là, les 2 premiers jours, silence radio, il n'y avait rien. Là, je suis là, OK, c'est pas grave, tu commences, mon Philippe, tu sais, ça va venir. Puis c'est Radio-Canada qui ont fait, hey, j'ai peut-être quelqu'un qui, lundi, t'es-tu disponible? Fait que là, on a fait une entrevue radio-télé d'un coup, et puis ils ont diffusé la radio le mardi. Puis là, à partir de là, on dirait que ça a tout déclenché. Ça en prend juste un, hein, des fois, pour faire sonner le téléphone, là, l'intérêt est là. Et l'intérêt était là même, je dirais même avant les médias. Parce qu'il y a eu une campagne de sociofinancement. Et puis, tu m'en avais parlé, genre, je lance ça, tout ça. J'ai un objectif modeste qui était
en premier, je pense 625 $. Ouais. Je pense que ça a été atteint en quoi? Même pas 24 heures? Oui, ça a pris 12 heures, en fait. 12 heures, là, je l'ai lancé à 7 heures le matin. Il était tout juste 7 heures, puis on avait dépassé là, les 625 $. On était à 630 quelques. Fait que là, j'ai dit, mon Dieu, Puis là, On va ensuite, monter l'objectif. c'est ça. On avait quand même un deuxième objectif qui était plus ambitieux pour organiser la grande première, puis nous donner un petit peu de fonds pour aller inscrire le film dans les festivals. Deuxième objectif était à 2125, si je me souviens bien. Puis finalement, on a fini à 3000 $ et plus. Là, avec, non, c'est vraiment la réponse de la communauté, tout mon réseau, quelques entrepreneurs aussi, là, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Puis probablement que ça l'a aidé aussi au niveau des médias. Mais ça s'est aussi reflété à la première, parce qu'à la première, c'était plein, c'est pratiquement. fou. Puis, tu sais, pour essayer de mobiliser, parce que j'avais tellement peur d'avoir une première vide, là, je me suis dit, je vais faire un barbecue avant, puis je vais m'arranger pour tous ceux qui ont contribué à la campagne de sociofinancement, qu'il y ait un billet pour aller voir le film de Riccardo Troggi, 1995. Puis finalement, mon film, il y avait 150 personnes. Oui. Puis pour le film de J'étais là. Ricardo, ça s'est vidé. Il restait à peu près juste une cinquantaine de personnes, Mon Dieu. incluant les gens qui avaient pris des billets juste pour le film de Ricardo. Fait que là, j'étais là, OK, je pense que c'est une réussite. Là. Ça confirme beaucoup de choses. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé dans le film. Et c'est quand la petite vient voir et elle dit à son père, « Papa, est-ce que je peux avoir du fromage? » Et il dit non, mais il dit, « J'ai des barres de fruits, par exemple. » Fait comme, « Ouais, OK, c'est correct, je vais en prendre. » Elle part avec son sac de barres de fruits. Et on va aller voir ce qui arrive après. Et ça, c'est vraiment délicieux. Inquiète pas. Je vais y en donner tantôt. Juste que si je fais pas ça, elle mange pas ses barres de fruits. On revient à la maison. Puis ma blonde me chicane. Philippe, vraiment, ça exprime toute la parentalité, cette section-là. Du genre, ouais. Puis c'est le fait que le père se dit, ouais, non, faut pas que je fasse ça. Moi, je le ferais. Mais sinon, ma blonde me chicane. Fait qu'il y a encore une peur en haut de la mère qui va. Tu sais, là. Mais je pense que, tu sais, puis c'est quelque chose que j'ai souligné dans le film. Tu sais, je voulais pas dire que tout est rendu beau, le couple va bien, parce que je le vois dans le réseau de mes amis, là, ils se sont tous séparés. Ouais. C'est vraiment l'enfer, des grosses chicanes de séparation. Il y en a que ça s'est mieux passé, mais quand même, c'est difficile d'avoir des enfants pour un couple. Il faut vraiment être bâti solide. Puis je l'ai. Tu sais, je voulais pas vendre quelque chose qui est pas vrai. Puis Vendre moi, du rêve un peu. Ouais, puis dans ma scénarisation, pour moi, j'aime ça faire un reflet de la réalité. Je veux que les gens se retrouvent. Puis d'avoir dit tout est beau, on est en amour, c'était tough au début, mais là, ça va bien. Tu sais. Bon, Pascal le mentionne rapidement, mais tu sais, c'est du bout des lèvres un peu, on le sent. Là, Ouais, puis il se dit, ouais, ça va mieux. Ouais. Ça va pas bien, ça va mieux. C'est ça, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup Je mieux. l'entends encore, moi, ça, avec le montage. On l'écoute tellement souvent. Justement, tu l'as écouté combien de fois à peu près, juste pour faire le montage? Parce que bon, les gens qui font pas de montage vidéo, ça se doute, bon, OK, on le regarde, mais combien de fois est-ce qu'on le regarde? Est-ce qu'on l'analyse? Est-ce qu'on le réanalyse? Parce que j'imagine, est-ce que tu as pris genre 100% de toutes les scènes que tu avais tournées ou tu en as tourné un petit peu plus? Non, ben, c'est sûr, là, en tournage, moi, j'aime toujours ça avoir... bon, ça dépend toujours du jeu du comédien. On avait tourné un petit peu plus avec Pascal. Pascal avait quand même 60% du dialogue, là, Oui. malgré que c'était pas... quand on écrit, on a un personnage principal, mais il y a quand même... C'était un personnage principal, mais c'était pas le héros ou la héroïne. Là, c'était bien sûr Magali, la femme enceinte, mais fait qu'il y avait beaucoup de lignes. C'était aussi, c'était sa première fiction. Là. Fait que, bon, il aurait pu apprendre ses textes un peu mieux, mais c'était sa première. Puis, Pascal, je dis ça avec amour parce que, je veux dire, on se connaît dans la vie, on avait travaillé ensemble, je l'ai coaché beaucoup, puis même lui, il m'a dit, il venait de commencer une nouvelle job. Bref, mais il a fait un super travail. Sauf qu'on a pris des scènes, là. J'avais à peu près de chaque scène où il parlait, j'avais peut-être 5 à 6 enregistrements différents. Comme on dit dans le métier, des takes. Des takes, exact, des plans. Fait que, puis, tu sais, juste
Cette partie-là, on en avait 5-6. Avec Magali, j'en avais au moins 2-3. Les scènes avec les enfants, c'était à peu près 4. Puis après ça, ben, quand vient le temps de tout mettre ça ensemble, puis le plus gros défi, il y a un terme dans l'industrie, là, c'est être raccord. Là. Ça veut dire que, tu sais, exemple, si Pascal commence avec ses mains dans les airs sur un plan, puis là, on change de plan de caméra, ben, il faut qu'il y ait les mains aux mêmes endroits parce que sinon, on le sent. Puis, tu sais, souvent, c'est les gens qui sont bons, ils peuvent voir, ah, il y avait pas de montre, là, il y a une montre. Faux Ou le lait raccord, au chocolat, il monte puis il descend quand il est sur la table. Ben ça, c'est quand il y a des faux raccords. Mais moi, je voulais... C'est juste ça, le fait de retrouver des faux raccords puis réarranger. J'ai dû passer au moins 50 heures en montage. Puis en plus, il y a d'autres gens qui ont passé dessus pour la finition. Effectivement, parce que là, bon, il y avait Nicolas Breton aussi qui a collaboré, qui a fait la couleur. Et ça, justement, avec le soleil-nuage, pour réussir à pas que ça paraisse, il y a tout un travail de coloriste en arrière. Ah, c'est honnêtement, puis Nicolas, il a fait beaucoup plus que ça parce que c'est vraiment lui qui a rassemblé toute l'équipe technique. Ça a été vraiment un coproducteur. Il a travaillé fort pour s'assurer qu'on ait vraiment des meilleurs de l'industrie. Nicolas, il a fait Survivor Québec, il a fait L'amour est dans le pré. En tant que réalisateur en tant que caméraman. Mais là, c'était son premier projet fiction direction photo. Direction photo, c'est un peu comme c'est la personne qui s'occupe vraiment de l'image. Oui, souvent, il va opérer une caméra, mais là, on avait un premier assistant caméra. Ça, c'est une personne qui s'occupe juste du focus. On avait un preneur de son, on avait un machiniste, on avait, maquilleuse, ça arrive quand même assez souvent en publicité aussi. J'avais une première assistante réalisatrice. On avait, c'était tellement une grosse au moins une dizaine équipe, de personnes là, sur... Oui. Au total, on était 13. Là. Puis même la ville de Gatineau, bon, peut-être qu'ils n'aimeront pas que je dise ça, mais normalement, en haut de 10 personnes sur un plateau de tournage, il faut un permis. Puis on était rendu à 13. Puis je les ai appelés parce qu'on était dans le jus. Tout ça, c'est tellement fait rapidement. Je pense que c'était 1 semaine et demie. J'ai réussi à parler au service de loisirs. Puis là, je leur dis tout ça. Puis ils ont fait, bon, c'est correct, c'est beau, pas de problème. Là. Ça va. Là, mais ils ont été tellement accommodants, honnêtement. Là, la ville de Gatineau, tu sais... Moi, je n'ai que des belles choses à dire du service de loisirs. Ils ont été tellement super, tellement... Ils m'ont dit, prochain projet, appelle-nous, on est là. Fait que c'est le fun. Parlant du prochain projet, un projet qui a pour titre un métier qui est très, 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 très représenté dans la région, fonctionnaire. Ouais. Et là, on s'en va totalement ailleurs avec fonctionnaire. Explique-moi un peu, c'est quoi le plan de base? Bien, dans le fond, là, le thème pour ce prochain court-métrage-là, ça va être sur le thème de la dépendance. Donc, puis je trouve parfois qu'on rentre un peu dans les stéréotypes. Quand on pense dépendance, on pense milieu défavorisé, on pense pauvreté. C'est ça, pauvreté, itinérance, exactement. Tu sais, puis là, je parle d'expérience personnelle. Moi, j'ai aussi eu des défis avec la dépendance. Bon, c'était pas des grosses substances, mais quand même, c'est de l'addiction. Une dépendance, c'est une dépendance. Puis le personnage principal, justement, est un fonctionnaire. Il vient de rentrer dans un nouveau poste, dans un bureau du sous-ministre. Puis gros stress. Oui, exactement. Puis c'est quelqu'un qui est axé très performance, qui est axé très gros stress, avec des parents qui ont bien réussi puis qui mettent beaucoup de pression. Puis, lui, pour gérer avec son stress puis tout ça, lui, le soir, il consomme des amphétamines, du speed. Fait qu'il fait ça de façon occasionnelle, mais quand même assez récurrent, avec un ami d'enfance. Et ça revient, ça augmente. Puis là, ça commence, le court-métrage, il se fait prendre, puis il s'en va en prison. Pas en prison, mais il se fait prendre avec possession, pardon. Okay. Puis là, à cause de ça, il se fait accuser au criminel. Puis là, à cause de ça, il faut qu'il fasse un peu plus face à son problème, risque de perdre sa relation et tout ça. Fait que on suit son histoire. Oui. En tout cas, je te souhaite que ton prochain film soit aussi un hit que ton premier. Et puis, au pire, on se reparle. Il n'y a pas de problème, mon cher. Et nous, il faut le dire, on enregistre un jeudi. Oui. Donc, il faut aller se préparer pour le bingo. Merci beaucoup encore d'avoir été là. Merci, Sylvain. Mon prochain invité est issu de l'adoption internationale. Mais une adoption internationale un peu particulière, parce qu'elle est bidirectionnelle et surtout intergénérationnelle. Il a sauté les 2 pieds joints dans notre fleuve Saint-Laurent et nous l'avons adopté, ainsi et surtout que son grand-père, Boucard Diouf, est avec nous. Bonjour.
Allô Sylvain, ça va bien? Oui, oui, quand je dis... Et Gatineau m'ont adopté aussi beaucoup. Oui, qu'est-ce qui a fait que justement ça a été une adoption qui a été, comment dire, pratiquement instantanée? Ben, ça a pas été pratiquement, oui, j'ai aimé le Québec en arrivant ici. Ça, c'est la première étape. J'ai aimé les gens, j'ai aimé le territoire, j'ai aimé la gentillesse du monde, leur ouverture. Mais pour l'adoption, ça a pris du temps quand même. Ça a pris du Oui. temps parce que quand on va dans une nouvelle culture, je pense que l'adoption se fait plus efficacement quand les gens réalisent qu'il y a une partie de leur identité collective en toi. Hmm. Quand ils disent Boukhar, il est plus québécois que les Québécois. Je ne sais pas ce que ça veut dire là. Je ne sais pas comment on peut être plus québécois que les Québécois. À moins d'être un coureur des bois qui sortit de terre là. Mais ça a pris du temps. Puis avec le temps, moi, j'ai laissé le Québec entrer en moi. Et avec le temps, j'ai décidé que maintenant que le Québec est profondément en moi, je vais essayer d'africaniser un peu les Québécois. Je vais les africaniser. Et Sylvain t'a parlé de mon grand-père, mais ça a été un outil, un instrument d'africanisation des gens autour de moi, parce que mon grand-père, c'est un archétype de grand-papa africain et que je véhicule que je traîne avec moi tout le temps, même s'il est parti il y a longtemps. Donc, voilà, c'est l'amour. Moi, je pense que c'est le cœur qui a, pour revenir à ta question, c'est le cœur. Ma mère disait tout le temps, Bouka, où que tu sois, souviens-toi d'une chose, bien avant les médicaments et les docteurs, l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Ouvre le cœur et tends la main. Comment est-ce que tu fais pour retenir tout ça? Tous ces proverbes-là, toutes ces locutions que tes parents, ton grand-parent t'ont données, parce que honnêtement, ça devient pratiquement comme un dictionnaire. On ouvre Boucard. Et est-ce que tu as déjà pensé à mettre ça, justement, en livre, tous ces Oui, proverbes-là? Parce que c'est une richesse culturelle. oui, on ouvre le bouquin comme le Robert, là. Oui. Non, j'ai écrit un livre. Le premier livre que j'ai écrit de ma vie s'appelle Sous l'arbre à palabres, mon grand-père disait. Et justement, on trouve dans ce livre-là les proverbes que je dégaine souvent quand je parle. Et puis, les proverbes sont dans des histoires souvent qui se passent en Afrique ou au Québec. Donc, non, moi, je pense que c'est la passion de la sagesse des anciens, un peu. Moi, j'aime beaucoup les gens qui ont vu neiger. Mon grand-père n'a jamais vu neiger, mais quand même. Les Effectivement. gens qui ont vu neiger et qui ont appris dans l'école de la vie, ce sont des professeurs de choix. Moi, je dis souvent ça aux jeunes, parce qu'ils donnent leurs leçons dans la seule école dont on ne décroche jamais. Ça s'appelle l'école de la vie. Et donc, moi, j'aime bien revisiter ces choses-là. Et comme j'ai une grande gueule, parce que ma mère me le disait souvent, ma mère, des fois, ma mère m'aimait beaucoup, mais de temps en temps, elle disait, Bouka, ta gueule. C'est ta gueule, là. Faut qu'on écoute d'autres personnes. Hein? Non, il disait pas ta gueule. Ça, c'est ma grand-maman gaspésienne, ta gueule. Mais ma mère disait tout le temps, tais-toi, faut qu'on écoute d'autres mondes. Ben, Puis, ça a porté non, fruit. j'ai été toujours habité par le besoin de parler, de parler. Et puis, j'ai écouté des gens qui étaient des grands maîtres de la parole autour de mon papa. C'est des griots qui étaient des poètes. Et je pense que ça a vraiment teinté épigénétiquement ma façon de faire. J'aurais pu te présenter comme un marathonien. Parce que malgré tes 59 ans et demi, là, pratiquement 60 ans, tu vas nous faire pas un, pas deux, mais 4 spectacles en 2 jours. C'est vraiment quelque chose pratiquement qui se voit plus dans le domaine de l'humour aujourd'hui parce que, bon, on s'entend que faire un spectacle, c'est drainant au niveau de l'énergie. Comment est-ce que tu Oui. arrives à faire 4 spectacles en 2 jours? C'est vraiment quelque chose de spécial. Ben, Sylvain, il faut que je te dise, le seul endroit où je l'ai fait depuis que je suis au Québec, c'est à Gatineau. Ah oui, pourquoi? Le seul endroit où je suis capable de faire ça, de remplir 4 salles, Mhm. parce que les salles sont remplies, il reste Oui. quelques billets. Mais le seul endroit où je suis capable de le faire, c'est la salle Odyssée. Mais je ne sais pas, moi, entre moi et Gatineau, il y a vraiment eu quelque chose comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais il y a eu un mariage, une adoption. Pour revenir à ton mot du début, c'est ça qui s'est passé.
Donc, de pouvoir, parce que c'est pas essentiel ce qu'on fait comme métier, c'est faire rire les gens. Je le dis souvent, c'est un grand privilège quand les gens achètent des billets pour venir te voir. Oui. Ce qui est essentiel, c'est les gens qui cherchent un médecin, là, qui veulent se soigner, les enfants sont malades, il n'y a pas de professeurs dans les écoles. Ça fait du bien l'humour, mais ce n'est pas essentiel. Mais de remplir autant de salles, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la population de Gatineau, mais il y a eu vraiment quelque chose de fantastique et je me sens privilégié de pouvoir faire ça parce que tu as raison, c'est très rare de voir ça maintenant. Mhm. C'est très rare, c'est tout quand tu ne viens pas de la place. Moi, je suis un Africain originaire de la savane du Sénégal qui garder des vaches quand il était jeune, tu sais, et Wow. cultiver des arachides, qui arrivent ici et de sentir que les gens m'ont ouvert les bras à ce point-là, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je le prends avec beaucoup d'humilité, mais je ne sais pas quoi dire à part merci. Les gens ici, comparativement à ceux en Afrique que tu as connus, tu dis qu'il y en a qui t'ont inspiré, mais est-ce que ces gens-là sont, t'ont inspiré de la même manière? Mais Est-ce oui, qu'on a le genre de même vécu, même si on vit oui, au Québec ou en Afrique? mais oui, bien sûr. Sylvain, écoute, moi, je salue mon ami Serge Bouchard qui est au ciel, Mhm. là. Mais ça, je me disais souvent, quand je disais, ah, moi, je fais partie des chanceux de cette planète parce que j'ai été éduqué par deux parents analphabètes, tu sais, qui sont jamais allés à l'école. J'ai eu la chance d'aller à l'école, de faire des études et d'avoir la chance de faire ce que je fais aujourd'hui. Et Serge Bouchard me disait, Bouchard, tu sais que c'est pas si différent que ça, le Québec. Et tu vois, avant la Révolution tranquille, tous nous, les gars qui sont nés, les gens qui sont nés avant la Révolution tranquille, pour moi, la grande majorité ont été engendrés par des analphabètes. Mm. Des gens qui sont jamais allés à l'école, parce que le Oui. Québec a eu quand même, pendant les deux dernières générations, là, pendant les 50 dernières années, le Québec a eu un développement spectaculaire. Sinon, avant, c'est pareil. Les gens étaient dans la tradition orale aussi. Et quand tu vis dans la tradition orale, Sylvain, ben écoute, plus tu avances en âge, plus tu deviens précieux parce que tu deviens dépositaire d'un savoir collectif extraordinaire. Je veux dire, les gens comme des gens comme Fred Pellerin exploitent ce Oui. filon-là avec finesse et Mhm. un savoir-faire extraordinaire. Mais oui, le Québec, ça a été une métamorphose rapide, mais quand tu retournes un peu loin, tu te rends compte que c'est pas loin de ce que je vivais avant. C'est pas loin avant les deux révolutions, comme dit Mario Polaise, parce que Mario Polaise il dit il y a eu deux révolutions, il y a eu la révolution, ce qu'ils appellent la révolution tranquille. Ensuite, il y a eu l'arrivée au pouvoir du Parti québécois qui a été la révolution culturelle. Deuxième révolution qui a comme apaisé l'anxiété identitaire des gens. Et donc, après ces deux révolutions, les choses se sont passées de façon très, très rapide, mais les personnes âgées aujourd'hui, sont exactement comme mon grand-père était là. Tu tends l'oreille, puis tu vas voir que c'est pas loin. C'est universel, ça. Mhm. Le prestige des personnes âgées est universel. Quand tu es arrivé ici, bon, dans la vingtaine, tu as découvert un Québec à Rimouski. Quand on parlait d'intégration, c'est un petit peu plus difficile à Rimouski il y a 30 ans quand on arrivait. Oui, Euh, oui. donc, si tu avais à dire le Boucard de 1991 versus le Boucard de 2024, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a Mais moi, évolué dans Boucard Diouf? ben, je pense que si j'avais à le conseiller avant qu'il parte du Sénégal, je lui aurais dit, écoute, ton manteau que tu viens d'acheter là, Pas bon. dans le marché local, ça ne marchera pas parce que tu connais pas encore la différence entre se geler le cul et péter aux frettes. C'est deux choses différentes. Hein? Oui. C'est ça que j'y aurais dit. Et j'y aurais dit, écoute, tu vas avoir deux chocs. Il y a le choc thermique parce que tu connais pas l'hiver, là. Tu sais, je veux dire, c'est tough l'hiver, là. Juste marcher Surtout à sur la Rimouski. glace, là. Marcher sur la glace, ça s'apprend, là. Mhm, Moi, j'avais un ami à moi, c'est un Guinéen, quand on est arrivé, puis il y avait la rue Blé, tu sais, mhm. à Rimouski pour aller à l'université, mais c'est une rue en pente, puis il y avait du verglas, c'est un vrai verglas. Lui voulait descendre la rue Blé, le Guinéen,
Puis il ne pouvait pas rester debout sur la glace. Il capotait. Puis à un moment donné, il a mis son sac sur son dos. Puis il a décidé de descendre la rue à 4 pattes. Puis moi, je voulais monter la rue pendant que lui, il descendait. Puis là, il m'a dit, Boucar, essaye pas de monter ce truc. Ça prend des griffes de léopard pour se rester debout dessus. Ça prend des griffes de léopard. Essaye pas de monter, tu n'arriveras jamais. Mais il y a ça, puis ensuite, il y a le deuxième choc, c'est le choc culturel. Je veux dire, quand tu arrives dans une nouvelle culture où tu connais rien, je dis souvent aux gens, tu vis une deuxième naissance, mais sans les parents pour accompagner tes premiers pas. Donc, tu dois tout réapprendre, tout. Comment se comporter avec l'autre, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il aime. Si tu dois approcher une fille ou un garçon, il faut que tu sois délicat, tu sais pas comment faire. C'est tout. En fait, c'est une deuxième naissance. Donc, ça prend du temps. C'est pour ça quand on dit aux immigrants qui viennent d'arriver, qui même parlent pas français, il faut qu'ils s'intègrent. C'est rapide, là. Oui. Il faut prendre le temps. L'intégration, c'est long, là. C'est très long. Si on te prenait puis on te déposait dans une tribu quelconque en Afrique centrale ou au milieu du Sénégal, puis on dit il faut que tu t'intègres. Tu connais rien là-dedans, c'est pas évident là. Ouais, imagine maintenant si on dit il faut que tu t'intègres et tu dois travailler pour nourrir ta famille qui est avec toi, tu as des enfants, tu n'as pas d'argent, puis on t'harcèle. Ça marche pas, donc c'est le temps. Et il faut laisser un peu de temps parce que les gens vivent un choc culturel, un dépaysement et un choc thermique. Tout ça mélangé fait que c'est pas évident. Je dirais au Boucar de 1991, ça va prendre du temps, mon gars. Avant que tu te sentes québécois, là, ça va prendre beaucoup de temps. Mais c'est fait. Eh bien, l'amour, je pense qu'à Gatineau, tu l'as. On t'en a donné par le passé et on va t'en donner encore en fin de semaine, 19 et 20 octobre, à la salle Odyssée. 4 spectacles. Si vous êtes chanceux, vous pourrez avoir quelques billets individuels. Il en reste très, très, très peu parce que Boucar, on l'aime, puis on lui montre ici à Gatineau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Sylvain et salut aux gens. Salut à ta maman, personnellement. Comment elle s'appelle encore? Francine. Francine, je vous salue. Et j'espère un jour vous serrer la pince. Et peut-être vous prendre dans mes bras, voilà. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 6 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, l'océanographe et humoriste bien connu Boucar Diouf et aussi le cinéaste Philippe Boilly. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons aussi notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre en parenthèse officielle. Eh bien, moi, je vous dis à la prochaine pour un autre Studio Libre.